Quelles sont les plus belles courses de Michael Schumacher? Voilà une question difficile. Avec 307 Grands Prix et 91 victoires, il est difficile de citer les 10 plus belles courses de Schumacher. Michael, c'est une excellente vitesse de pointe et une excellente gestion de course, ce qui fait de lui l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Et certaines de ses courses en sont un témoignage direct, et on va en passer quelques-unes en revue. Bienvenue dans ce nouveau top 10. Oui, mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter un nouveau livre. Les 20 plus grandes rivalités des sports mécaniques, un livre de Nicolas Ader-Begani de Sophia Éditions. Et comme vous pouvez le constater, ce titre est très transparent. Je suis sûr que vous avez compris quel était le sujet. Mais l'avantage, le truc fait le point positif que je trouve personnellement, c'est que ce n'est pas que de la Formule 1, ce n'est pas porté que sur la Formule 1, mais sur l'ensemble des sports mécaniques. Donc là par exemple on a Hamilton-Verstappen qui est une rivalité très récente, mais on va remonter dans les années 30 à l'entre-deux-guerres, on va passer aussi par le MotoGP, par le tourisme, par même le rallye, par plein de catégories, les États-Unis, tout ça. C'est très complet, je vous le recommande fortement. Par exemple, allez, je vais m'arrêter au hasard, Hamilton-Verstappen, c'est... Je vous jure, il n'y a pas que la couverture et Hamilton Verstappen dans le livre. Non, on va trouver autre chose. J'aime beaucoup. J'adore. Balestre et Ecclestone. Voilà, ça vous retrace vraiment les rivalités qui font vraiment... C'est l'essence quoi, du sport. Quoi. Donc c'est vraiment cool. Vous allez découvrir plein d'anecdotes, plein de dossiers cachés, on va dire. Donc je vous recommande fortement ce livre. Allez, on démarre le top 10. Numéro 10, Malaisie 99. Cette course témoigne de la vitesse folle de Schumacher. Maintenant, si vous regardez le résultat de la course sans avoir le contexte, vous vous dites que ce n'est pas terrible vu qu'il termine juste derrière son équipier Eddie Irvine. Voilà pourquoi le contexte est important. En 1999, Michael entame sa 4e année avec Ferrari. Proche du titre en 97 et 98, 99 semble être la bonne saison. Sa Ferrari est bonne et lutte plus facilement face à la McLaren d'Hakkinen. Michael s'impose à Saint-Marin et à Monaco avant d'avoir quelques ennuis sur les courses suivantes. Cela dit, ce n'est pas perdu, mais à Silverstone, les choses basculent. Dès le premier passage au virage de Stowe, Michael Schumacher est victime d'un souci de frein et part s'écraser dans le mur. Bilan, jambes cassées et championnat 99 à oublier. Eddie Irvine devient donc le nouveau leader de l'équipe et se bat pour le titre face à Hakkinen. Et alors qu'on ne s'attend à revoir l'Allemand qu'en 2000, Ferrari et Jean Todt mettent la pression sur leurs pilotes pour qu'ils reviennent épauler le Nord-Irlandais pour la fin de la saison. Même si d'autres sources disent que Schumacher a été surpris en train de jouer au foot. Mais bref, le truc, c'est que celui qui est censé ramener la couronne à Maranello, c'est le Kaiser, pas Irvine. C'est lui qui développe et restructure l'équipe avec Jean Todt, Ross Brown et Rory Byrne. Mais il accepte malgré tout de jouer le jeu, même si le samedi en qualification, Michael rappelle qui il est en prenant la pole position pour 1 seconde devant son équipier. Une performance époustouflante. Le lendemain, Michael s'échappe dès les premiers tours de roue afin de montrer ce dont il est capable avant de ralentir son rythme et laisser son équipier devant. Puis, à la fin de la course, il termine dans l'aileron arrière du Nord-Irlandais, montrant qu'il pouvait clairement remporter la course. It's fantastic. This guy's depressing. Not only is he the best number one, he's also the best number two. Il y a au moins une classe d'écart entre Eddie Irvine et Michael Schumacher qui fait immédiatement oublier qu'il venait de manquer la moitié de la saison sur blessure. Mais on a passé beaucoup trop de temps sur son numéro 10, donc passons à la suite. Numéro 9, Saint-Marin 2003. Cette course et ce week-end fut très dur pour Michael Schumacher et son frère Ralph. Mais déjà, il faut savoir que Ferrari a du mal en ce début de saison. Schumacher n'est monté sur aucun des 3 premiers podiums de la saison et les favoris semblent être les McLaren. Coulthard a remporté la première course en Australie et Raikkonen les 2 suivantes en Malaisie et au Brésil. Ah non, pardon, pas le Brésil. Bref, à Interlagos, sous la pluie, Michael Schumacher a commis l'impensable. Il est sorti de la piste. Après 3 courses, il compte donc 16 points de retard sur le leader Kimi Raikkonen et Ferrari est en plein doute. Le retour en Europe et à Imola doit voir les rouges, qui plus est à domicile, se relancer. Mais les frères Schumacher sont endeuillés. Une semaine avant, leur mère Elisabeth a été victime d'une chute et s'est retrouvée à l'hôpital dans le coma, victime d'une hémorragie interne. Juste après la qualification qui voit Michael prendre la pole position devant Ralph, les 2 frères partent en jet privé à Cologne rendre visite à leur mère. Mais quelques heures après leur départ, Elisabeth s'éteint.
Malgré tout, ils prennent le départ. Ralph prend même l'avantage sur son frère dans les premiers tours de course, mais lors des premières salves d'arrêt au stand, Michael reprend la tête et tient jusqu'au bout. Une très bonne gestion de course et un mental d'acier pour venir triompher à Imola et se relancer pour le championnat. Mais le clan Ferrari est silencieux, pas d'effusion de joie et un visage fermé pour Michael sur le podium. Il ne se rendra pas à la conférence de presse et c'est Jean Todt qui le remplacera dans cette obligation. Numéro 8, Brésil 2006. Le dernier Grand Prix de Michael Schumacher chez Ferrari et son dernier avant sa première retraite. 7 titres de champion du monde, 91 victoires et tous les records battus. Une légende qui s'en va. Il l'avait annoncé à Monza et lors de cette ultime course de la saison 2006, il se bat pour un 8e titre face à Alonso. Il a décroché une magnifique 91e victoire en Chine, mais au Japon, avant la dernière course de la saison, alors qu'il menait le Grand Prix et pouvait clairement prendre l'avantage au championnat, son moteur Ferrari a rendu l'âme. Une première pour lui depuis Manicourt 2000. Alonso a donc triomphé et arrive au Brésil avec 10 points d'avance sur Schumacher. L'Allemand doit donc gagner la course et espérer qu'Alonso ne finisse pas dans les points. C'est mission impossible. Mais il s'en donne malgré tous les moyens avec des séances de qualification remarquables en Q1 et en Q2. Malheureusement, en Q3, Michael est victime d'un ennui mécanique. Il part 10e et se faufile. Il gagne 3 places dès le premier tour, puis une 4e au deuxième. Dans l'entame du 9e tour, Michael est dans la roue de Fisichella et il l'attaque au premier virage. Mais l'aileron avant de l'Italien touche la roue arrière de Schumacher et aussitôt c'est la crevaison pour l'Allemand qui se traîne jusqu'à son stand. Il n'y aura pas de 8e titre, c'est fini. Il ressort presque un tour derrière le leader de la course, son équipier Felipe Massa. Alors libéré de toute forme de pression, Michael n'a plus qu'à profiter. À profiter de son dernier Grand Prix de Formule 1. Et il nous offre un vrai récital de dépassement, de l'agressivité contrôlée et des attaques chirurgicales. L'un des plus beaux dépassements reste sur lui sur Raikkonen, son successeur. Alors qu'il était à un tour en début de course, Michael termine 4e du Grand Prix du Brésil et prend sa retraite. Numéro 7, Belgique 1992. Revenons plusieurs années en arrière. Spa a toujours été un endroit spécial pour Michael. Premier Grand Prix en 91, 52e victoire et record battu en 2001, 7e titre mondial en 2004 et 300e Grand Prix en 2012. Et 20 ans avant, en 92, Michael a décroché la première de ses 91 victoires. Un an après son arrivée et son seul Grand Prix avec Jordan, Michael évolue désormais chez Benetton avec Flavio Briatore et Ross Brown. Entre autres, parce qu'il y avait du monde chez Benetton. Cette voiture est bonne, elle permet de jouer les points à la régulière et quelques podiums. En cette saison 92, les Williams et particulièrement Nigel Mansell sont intouchables. Schumacher lui se bat contre les McLaren et notamment Ayrton Senna. Mais en Belgique, Schumacher va bouleverser la hiérarchie. Qualifié 3e derrière Senna et Mansell, Michael prend un départ correct et les conditions sont délicates. Les pilotes partent en pneus secs mais passent rapidement en pneus pluie. Et l'Allemand navigue 3e au 30e tour. Mais à Stavelot, il fait une petite erreur. Michael choisit de plonger dans les stands et décide de changer de type de gomme. Il prend le pari des slicks. Et là, Schumacher affole le chrono. Seulement 3 tours après, le leader Mansell s'arrête de faire le même changement, mais Michael est passé devant. Des problèmes sur la Williams de Nigel empêcheront le moustachu de revenir et Michael sécurise sa première place. Il remporte ainsi sa première victoire en F1 dans des conditions très délicates et au prix d'un pari stratégique réussi. Numéro 6, Belgique 1995. Je vous ai dit que Spa était un circuit spécial pour Michael. En 95, il a effectué une remontée folle. Durant cette saison, l'Allemand ne laisse que peu de doutes sur son réel talent. De plus, sa Benetton est incroyablement rapide. Damon Hill et Williams ne peuvent plus suivre. Mais le samedi matin, en essai, Schumacher détruit sa monoplace à Malmedy. Pas de qualification l'après-midi et son meilleur chrono du vendredi a été fait sous la pluie. À l'époque, il y avait 2 séances de qualification. Du coup, Michael ne part que 16e de la course. Les conditions du dimanche sont toujours délicates et Michael va remonter comme une balle. 13e au premier tour, 10e au deuxième, 5e au 6e. Après son premier arrêt, il est 2e derrière Damon Hill. Il prend une première fois la tête aux combes, mais Damon revient à la charge. Mais Michael est plus fort ce jour-là et il reprend les commandes de la course pour ne plus les lâcher. Une sacrée remontée dans des conditions très délicates. Numéro 5, Espagne 94. Un an auparavant, Michael réalisait un exploit. Évidemment, on se souvient d'Ayrton Senna au Brésil en 91 avec sa boîte de vitesse cassée. Le poliste avait réussi à tenir brillamment et à remporter l'une de ses plus belles victoires en F1. 3 ans plus tard, c'est au tour de Michael Schumacher d'être victime de ce même problème. Très tôt dans la course, Michael a un souci de boîte de vitesse. Il est bloqué en 5e. Ce n'est que le 21e tour sur 65. Malgré ses déboires, Michael continue. Damon Hill lui prend la tête, mais l'Allemand conserve un bon rythme malgré une voiture coincée sur le 5e rapport.
40 tours après, il termine deuxième du Grand Prix d'Espagne. Une prestation héroïque pour l'Allemand. Les autres pilotes ne le croient pas au vu de l'absurdité de ce qu'il a fait, mais c'est bel et bien le cas. Michael mentionnera le style de pilotage des groupes C qu'il a connu avec Sauber Mercedes quelques années plus tôt, qui l'aurait aidé à s'adapter à cette Benetton affaiblie. Numéro 4, Japon 2000. Jody Scheckter a remporté le titre pilote en 79 avec Ferrari. Et jusqu'en 2000, plus rien. 21 ans de disette pour Ferrari. Proche en 97, 98 et 99, Schumacher ramènera la couronne mondiale à Maranello en 2000. Le tout après un Grand Prix du Japon tout simplement magnifique. Comme en 98 et 99, Suzuka est le théâtre de la finale mondiale. Michael compte 8 points d'avance sur Mika Häkkinen. Les deux luttent pour un troisième titre. Schumacher réalise la pole position mais Häkkinen prend un meilleur départ. Le Finlandais volant est redoutable et Michael n'arrive pas à doubler. Ross Brawn, le stratège de Ferrari, adapte son plan d'attaque pour permettre à Schumacher de reprendre les commandes. Mais ce plan repose uniquement sur le talent de l'Allemand. Mika Häkkinen s'arrête en premier et Schumacher 2 tours plus tard. Durant ces 2 tours, l'Allemand doit réaliser des chronos de qualification pour reprendre l'avantage, mais il échoue lors des premiers arrêts. Il aura une deuxième chance un petit peu plus tard. Häkkinen s'arrête une deuxième fois au 36e tour et Schumacher donne tout ce qu'il a. Quelques kilomètres plus tard, c'est au tour de l'Allemand de s'arrêter. Et la stratégie de Ross Brawn, brillamment exécutée par Schumacher, porte ses fruits. La Ferrari ressort devant la McLaren. Le championnat du monde 2000 est joué. Michael Schumacher réussit enfin son pari de remporter le titre avec Ferrari. Numéro 3, Europe 95. On arrive sur le podium avec une leçon du Kaiser. Schumacher vit ses derniers Grands Prix avec Benetton avant de s'envoler pour Ferrari. De plus, il se dirige vers un deuxième titre mondial. Le dernier Grand Prix européen est justement le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Et devinez quoi? Les conditions sont délicates. Qualifiés 3e, les premiers tours sont sur piste humide, mais cette dernière sèche assez rapidement. Schumacher s'arrête au 11e tour pour chausser des pneus slick imités par ses adversaires directs. Sauf que quelques équipes avaient pris le pari des pneus slick dès le départ, notamment Ferrari. Alesi prend donc la tête de la course et mène par près de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Le Français enchaîne les records du tour et semble se diriger vers une deuxième victoire en Grand Prix. Mais après les derniers arrêts au stand, c'est Schumacher qui est en forme. L'Allemand remonte à près de 2 secondes au tour. C'est énorme, comment est-ce possible? C'est parce que Michael a encore un nouvel arrêt à faire. Un splash and dash à quelques tours de l'arrivée. Une course contre la montre pour Schumacher face à Alesi. En seulement quelques tours, Michael remonte sur la Ferrari. Alesi fait de son mieux pour résister, mais à 4 tours du but, à la chicane, Schumacher prend l'avantage et remporte sa course à domicile. Brillant. Numéro 2, Hongrie 98. Cette course est dans le même esprit que Suzuka 2000. C'est une des masterclass de Schumacher mais aussi de Ferrari. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails car ce Grand Prix fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais en gros, on a un Häkkinen très en forme avec sa McLaren MP4 13. Malgré tout, Schumacher est toujours dans la lutte pour le titre et il faut absolument qu'il se relance. Et ça passe par une victoire sur le Hungaroring. Ferrari mettra alors au point une stratégie folle à 3 arrêts qui se reposent uniquement sur la vitesse de pointe de Michael Schumacher. Brawn lui demande de rattraper 20 secondes en 18 tours. C'est beaucoup. Mais Michael y arrive et fait fonctionner ce pari risqué de 3 arrêts et se relance dans la course au titre. On y reviendra plus tard. Avant de passer au numéro 1, voici quelques mentions honorables. Au même titre que la Hongrie en 98, le Grand Prix de France 2004 fut une leçon stratégique de Schumacher et Ferrari. Face à la Renault de Fernando Alonso très rapide ce week-end-là, Schumacher et Brawn ont répondu avec une stratégie non conventionnelle de 4 arrêts. Un exemple de maîtrise. Parmi les courses importantes et cruciales de Schumacher, où l'Allemand se devait de répondre présent, il y a le Grand Prix d'Italie 2000. Après avoir été victime d'une série de courses très délicates, casse moteur en France, accident au départ en Autriche et en Allemagne, puis battu à 2 reprises par Häkkinen en Hongrie et en Belgique, il fallait répondre et se relancer à Monza. C'est ce qu'il a fait. C'était sa 41e victoire en Grand Prix. Je pense également au Grand Prix de Monaco 2006. Alors, s'il a merdé le samedi en garant sa Ferrari à la rascasse, sa remontée de la 22e à la 5e place le lendemain était remarquable. Toujours à Monaco, on peut citer sa victoire de 97, sous le déluge. Dans sa période Mercedes, Michael a eu plus de mal, mais une de ses plus belles courses en gris, c'est le Grand Prix du Canada 2011, où le septuple champion du monde s'est battu pour la victoire. Puis le podium, il terminera finalement 4e. Mais aux yeux de beaucoup de monde, y compris des miens, sa plus belle course est la suivante. Numéro 1, Espagne 1996. On en a déjà parlé dans une vidéo dédiée, et pour cause, c'est une leçon.
Rares sont les fois où l'on peut voir un pilote de Formule 1 sublimer sa voiture, faire tout simplement oublier les faiblesses de sa monture. Ce jour-là, comme Senna à Monaco en 84 par exemple, Schumacher l'a fait, collant 2 secondes au tour au deuxième plus rapide Jean Alesi, pourtant extrêmement fin dans ces conditions. Un récital sous le déluge catalan qui l'a conduit à sa première victoire en rouge. La leçon de Michael Schumacher, sa plus belle course en F1. Celle qui témoigne le mieux de son habileté et sa vitesse derrière un volant. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de ce top 10, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme, n'hésitez pas à le faire avec les 5 gestes importants. Voilà, YouTube est plutôt chiant en ce moment et très restrictif, donc montrer qu'une vidéo vous a plu, ben, c'est un énorme geste. Voilà. Et après, si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours le faire, mais ne vous sentez pas obligé. Quoi qu'il en soit, soyez respectueux. Encore une fois, je remercie Nicolas Ader-Begani de m'avoir envoyé son livre. Je kiffe, donc merci beaucoup, je vous le recommande encore une fois. Et sinon, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Twitch, tous les liens en description. Donc voilà, vous savez quoi faire, vous n'êtes pas débile. Donc voilà, je vous invite à aller me rejoindre là-dessus aussi. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Michael Schumacher. À la prochaine. Je n'ai presque oublié le sujet de la vidéo. Je suis vraiment naze. Ouais, je sais pas. Vous savez, t'es dans ton truc, alors même si tu as l'habitude de répéter à peu près les mêmes choses, d'ailleurs je vais essayer de le changer, non pas longtemps, je vais essayer d'adapter un petit peu mes outros de vidéos, mais à force tu répètes et tout et tu fais plus trop gaffe. Mais là t'as un petit moment où tu as ton cerveau qui t'envoie une information mais qui n'a rien à voir et ça te perturbe. C'est aussi pour ça que j'ai hésité entre les logos et surtout n'oubliez jamais de... Et c'est aussi là où j'ai perdu le sujet de la vidéo. Voilà pour cette petite introspection. Allez, des bisous!